Le système. Il a changé, il s'est consumé, mais il semble refuser d'entrer dans une nouvelle ère. Celle de l'égalité pour tous, celle de la justice et du progrès. Ce système regorge d'héros et d'héroïnes du quotidien qui, dans l'ombre, font souvent des miracles. Ce sont bien souvent des victimes de violences policières ou des militants œuvrant pour plus de droits et moins d'injustice. Derrière ces combats se cachent des âmes brisées, esseulées. Alors je vous propose un nouveau système, celui de femmes, sisters, et d'hommes qui souhaitent que l'amour revienne au cœur du système. Alors à vos casques pour plus de liberté, d'égalité et de spiritualité. Donc bonjour à tous et bienvenue sur Système. Aujourd'hui j'ai une invitée de qualité. Tout le temps. Voilà, et j'ai l'honneur d'avoir comme invitée aujourd'hui Safia Enjoy Life de Grandeur Noire. Bonjour Safia. Bonjour Karine Comment et vas-tu? merci. Ah bah c'est moi qui te C'est un, remercie. c'est un honneur et j'ai la pression parce que comme j'ai écouté tous tes podcasts avant, j'ai vu la qualité de tes recherches, de ta documentation, de la qualité de tes arguments et aussi l'invité que tu as eu avant moi. Et là, franchement, comment te dire que c'est lourd sur mes épaules ce poids d'être à la hauteur de ton podcast. Ah non, bah, tu seras à la hauteur, c'est toi qui nous donnes des infos de qualité depuis des années. Moi, je me suis inspirée de tes recherches, donc tu vois. Donc, La on boucle est est... bouclée. La boucle est bouclée, exactement. Donc, tu vois, tu as fait des petits enfants de Grandeur Noire. Alors justement, moi, ce qui m'intéresse quand je suis des influenceurs et des influenceuses comme toi, c'est de savoir ce qui t'a mené jusqu'à Grandeur Noire, en fait. Comment tu as eu la révélation, le déclic de lancer Grandeur Noire? Bon, alors déjà, le terme influenceur, faut bien le circonscrire parce que dans l'imaginaire de beaucoup de personnes, c'est quelqu'un qui vit aux dépens de publicité et qui fait des publicités en tout genre, même des publicités qui sont nocives pour leurs abonnés Mhm. et qui font ces publicités uniquement par souci d'argent. Ouais. Donc, moi, c'est pas mon cas. Quand j'utilise mon influence, c'est pour des convictions et c'est pour des choses que moi j'utilise et qui fonctionnent et qui sont fiables, que j'estime saines. Donc, si par exemple je vais recommander un produit, ce sera par exemple des savons naturels, parce que j'estime que c'est beaucoup mieux pour la peau, pour le système, l'organisme, etc. Si je recommande un événement, c'est parce que c'est vraiment quelque chose de fiable, ça ne va pas prendre l'argent des gens et puis il y a pas d'événement. Enfin voilà. Donc, j'aimerais quand même faire la distinction entre influenceur et influenceur. C'est Et vrai. si on doit utiliser ce terme pour moi, moi, je ne me considère pas comme une influenceuse parce que les influenceurs, ils en vivent. C'est un métier. Leur métier, c'est d'utiliser leur influence sur les réseaux sociaux ou autres pour, à travers des partenariats de rémunération, pour arriver à vivre de ça. Moi, je ne vis pas des recommandations que je fais. La plupart du temps, c'est des recommandations gratuites que je fais parce que justement, j'ai utilisé et c'est un partage en fait, tout simplement d'infos ou de bonnes adresses. Et voilà, juste ça. Je ne vis pas de ça, donc je ne me considère pas comme influenceuse. Donc, tu Mais je es... comprends ce que tu veux dire dans le sens où, en ayant autant d'abonnés sur les réseaux sociaux, j'ai quand même une influence. Donc, je comprends. Donc, tu serais une créatrice de contenu conscient. Exactement, déjà, entre autres, parmi Ouais. les casquettes, je fais de l'édition aussi. C'est une activité qui me prend beaucoup de temps. Donc, je suis éditrice. Ça veut dire que non seulement je publie mes livres, mais je produis aussi les livres d'autres personnes. Je produis des jeux pour enfants. Donc ça, déjà, c'est un métier à part entière. Mhm. Et je dirais que les réseaux sociaux, c'est vraiment pas mon activité la plus rémunératrice ou celle qui m'occupe le plus. Et heureusement, quelque part, puisque ça reste les réseaux sociaux quand même une visibilité, mais qui te permet aussi de ne pas avoir C'est un les yeux outil. dans... Voilà, un outil. Ouais. Normalement, ça devrait être, enfin en tout cas, c'est devenu un outil. À la base, c'était fait pour partager avec des amis, avec la famille. Maintenant, c'est un outil de visibilité quand on a un business. Donc aujourd'hui,
Le but de mon utilisation d'Instagram et de YouTube, c'est de promouvoir ce que j'ai à proposer, des livres, des contenus informatifs, en fait. Ouais. Je continue à faire de l'information sur les réseaux sociaux, mais c'est quand même beaucoup pour ramener les gens vers des sources d'information beaucoup plus riches, parce que les réseaux sociaux, le gros souci, c'est que c'est pour des attentions très peu soutenues. Les gens ne restent pas 1 heure concentrés sur le même sujet sur les réseaux sociaux. Il faut faire du 3 minutes, du 5 minutes maxi. Et moi, j'aime bien aller en profondeur. Donc, je ramène les gens vers des vidéos plus longues sur ma plateforme Grandeur Noire TV ou sur mes livres. D'accord. Et à quelle période tu commences du coup à te lancer sur les réseaux sociaux? Alors, la genèse, c'est que je me suis lancée en 2 temps. D'abord, ma propre page où j'avais au départ que mes amis et ma famille. Mais j'ai commencé à publier des coups de gueule qui sont devenus viraux aux Antilles, en Guyane. Donc, c'était sur des choses du quotidien de là-bas, mais qui concernent également beaucoup de personnes dans le monde. Donc, la façon dont les administrations fonctionnent, la lenteur, la Ouais. réponse des gens à l'accueil, tout un tas de choses du quotidien que je commentais avec ma façon de parler, de raconter les choses. Ça a beaucoup plu. Avec beaucoup Donc, d'humour, c'est j'imagine d'abord mon aussi. compte personnel qui est devenu viral en fin de compte et qui s'est même transformé en compte d'humour parce que j'ai continué sur cette tendance. Je suis quelqu'un de base de très drôle depuis les petites classes. Hein, ça m'était reproché d'être le pitre, mes parents étaient convoqués, etc., trop bavarde. Donc là, en fait, j'ai continué, j'ai exploité cette fibre que j'avais déjà, une fibre humoristique, et ça s'est transformé en compte d'humour où je faisais pas mal de sketchs. Et, et ensuite, j'ai, j'ai commencé Grandeur Noire, la page à part entière, parce que sur ma page personnelle, je lançais quand même des messages d'éveil, de conscientisation, d'instruction sur l'Afrique, sur la diaspora noire, mais c'était noyé au milieu de l'humour, au milieu de mes voyages, au milieu de plein d'autres choses, et il n'y avait pas de cohérence, et les gens ne prêtaient pas plus attention que ça, donc j'ai décidé de faire une page à part entière pour justement que uniquement les personnes intéressées par ce sujet puissent consulter uniquement ça et que ce soit pas pollué avec d'autres types de publications. Donc, c'est né en juillet 2016 et ça a commencé avec très peu d'abonnés, très peu de personnes parce que j'en ai pas fait la publicité sur mon compte. Au départ, je ne montrais pas du tout ma tête, personne ne savait que Grandeur Noire, c'était Safia Njolaf qui était derrière. Ah ouais. Et c'est venu quand même après. Et pourquoi tu voulais pas montrer ta tête, justement? Parce que je pensais que j'avais aucune légitimité déjà de me prononcer sur des sujets graves, des sujets d'histoire, de géopolitique, Mhm. de culture, et que avec ce qu'on nous a inculqué à l'école, c'est il faut être diplômé, il faut avoir suivi une formation académique, universitaire. Et moi, je n'avais pas ça dans cette thématique-là. Donc, je me disais tout le temps, mais qui suis-je pour amener ce genre d'informations? Je suis pas une personne attitrée. Donc, j'y ai été timidement et je n'ai pas assumé tout de suite que ce soit moi, que les gens sachent que c'est moi. Et au final, ils ont aimé le contenu. Donc, quand j'ai vu que le contenu suscitait l'intérêt et surtout qu'il y avait une véritable demande d'information parce que les gens étaient très demandeurs, ils en voulaient plus, ben là, j'ai commencé à donner de plus en plus et puis ça a pris de l'ampleur. Et quand il a fallu m'inviter sur des événements, ben, j'ai bien dû montrer que c'était moi. C'est ça. Bah, c'est bien parce qu'en fait, tu as fait les choses crescendo et, C'est et, ça. euh, et aujourd'hui, ben, ton travail est clairement reconnu. Tu as une communauté de quoi? De 130, je ne sais plus combien d'abonnés. En tout cas, ça, ouais, ça dépasse 30 les 100 000. 000. Mais Exact. bon, au-delà des... Je suis pas trop sur les chiffres parce que finalement, 100 000 ou 150 000 ou 200 000 abonnés, c'est pas réellement 100 000 personnes ou 200 000 personnes. Il y a des gens qui ont 2 comptes, qui ont 3 comptes, qui sont abonnés avec tous leurs comptes. Ah Il y a oui. des gens qui ont cessé d'utiliser la plateforme, par exemple Instagram, et depuis des années, qui ne viennent plus et qui sont des fantômes. Donc, c'est pas forcément représentatif. Mais par contre, ce qui m'importe, c'est effectivement d'impacter des centaines ou des milliers de personnes en réalité. Le nombre de personnes qui like ou le nombre de personnes qui commentent, là, Mhm. on voit vraiment que une publication peut avoir un fort impact. Quand une publication a 1000 commentaires, que 1000 personnes ont pris le temps de lire ça,
d'intégrer les informations et peut-être même de les partager avec leurs proches, là, on se rend compte que c'est une vraie onde, comme quand on lance un caillou et qu'il y a une onde qui se répand. Et Ouais, là, on se rend compte qu'il y a une utilité à faire cette publication. effectivement. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses que ton travail a pu changer l'état d'esprit des Antillais guyanais? Parce que maintenant que Pas tu... toute seule, mais j'y ai participé. J'y ai participé, mais clairement pas toute seule. C'est pas moi toute seule qui ai révolutionné des états d'esprit. C'est un travail d'équipe, hein, la conscientisation. Et Mhm. surtout, j'ai des prédécesseurs qui m'ont inspiré, qui m'ont fait naître, qui ont fait naître Grandeur Noire. Sans ces prédécesseurs, moi-même, je ne serais pas passée à l'action. Et alors, ça va de ceux qui ne sont plus de ce monde, hein, comme Thomas Sankara, tout ce travail-là qui n'est pas mort avec les personnes, toutes ces idées-là qui continuent de traverser les générations et qui arrivent jusqu'à moi par la lecture, par bien des choses. Ça a été des personnes aussi qui ont été vivantes, comme Nusere Kalala, qui Mhm. sont encore vivantes, comme Evelyn Sagne, qu'on connaît sous le nom de Candace Amani en Guyane, et qui est une énorme inspiration pour moi parce que, étant en Guyane, je me suis déplacée dans ses conférences, j'ai été dans ses ateliers, j'ai vraiment suivi son travail de très près. Et sans elle, je pense que je ne me serais jamais lancée dans des conférences ou dans le fait de publier des livres. Parce que pareil, elle est autodidacte. C'est une ingénieure euh, dans un autre domaine que l'histoire. Et pourtant, elle fait des choses absolument grandioses dans le domaine de l'histoire. Et ce sont des recherches qu'elle a commencées de façon personnelle et qu'elle a partagées. Ça m'a inspiré à me dire, bah, peut-être que moi aussi, je peux me permettre, peut-être que moi aussi, même si je n'ai pas la légitimité des diplômes, je peux apporter quelque chose. Donc, il y a ces prédécesseurs-là qui ont commencé le travail bien avant moi et qui ont fait des choses bien plus grandes aussi. Donc, moi, je participe, j'apporte mon petit caillou et chacun amène ce qu'il peut. Pour certains, c'est une grosse roche et d'autres, c'est un petit caillou. Mais ensemble, ça construit, ça bâtit un mur, ça bâtit un palais, ça bâtit une cité impériale et on va y arriver. C'est vrai, effectivement, ce que tu me dis, ça me fait penser au débat qui a eu récemment et qui est encore d'actualité sur l'école panafricaine en Guadeloupe. Moi, j'aurais bien aimé avoir ton avis là-dessus, puisqu'on en a discuté avec Fola dans un épisode précédent sur le Talk. Et c'est vrai qu'il y a eu il y a beaucoup d'obstacles pour la naissance de cette école. Et moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on s'entête à vouloir demander à notre bourreau si on peut Voilà. faire une école qui nous ressemble. Ben voilà, en fait, je veux pas du tout offenser les personnes qui sont à l'initiative de ça parce que c'est une excellente initiative. Oui, Simplement, je pense que c'est la méthode peut-être ou le paradigme dans lequel est insérée cette initiative. C'est-à-dire qu'on veut, en fait, cette école-là, j'ai l'impression, j'ai peut-être pas toutes les infos, mais j'ai l'impression que c'est une école qui veut s'insérer dans le système colonial et être reconnue comme une école aussi valable que toutes les autres écoles publiques. On ne peut pas être dans la plantation de l'esclavagisme et vouloir vivre comme un marron et vouloir vivre avec la liberté du marron, avec le choix de décision des marrons. C'est pas possible. Il faut sortir de la plantation pour ça. oui, Si on y reste, on est obligé de se plier aux règles de la plantation et aux coups de fouet. Donc, c'est un peu logique que le préfet, qui est en réalité un gouverneur, que l'État colon ne permette pas aux gens qu'ils ont en captivité depuis si longtemps de s'émanciper, c'est ça. puisqu'ils en ont encore besoin de cette main-d'œuvre. Donc, s'ils veulent faire leur école, il faut commencer cette école hors du système, c'est-à-dire sur des horaires qui sont hors des plages horaires du temps obligatoire qu'on doit passer à l'école pour l'instant. Donc, peut-être sur des plages horaires plus courtes comme le mercredi après-midi pour les enfants ou selon l'âge, le mercredi en entier, le samedi, le dimanche, que les parents déjà amènent sur des petites sessions comme ça, mais des sessions qui soient tellement puissantes, tellement riches, que ça impacte plus les enfants que toute la semaine qu'ils ont passée à l'école. Parce que les sujets vont les intéresser, parce qu'il y aura de la pratique, donc ils vont manipuler, ils vont être dans des jardins, ils vont tellement apprécier, tellement aimer, qu'au final, ben, faire 3 heures le samedi, et puis 3 heures le mercredi, et puis 3 heures le dimanche, ça vaudra toute la journée du lundi, du mardi, du jeudi, du vendredi à l'école. C'est vrai. Je pense que c'est, enfin, moi, c'est comme ça que j'aurais commencé si je devais me lancer dans ça. Donc, c'est une bonne idée à garder, mais à appliquer peut-être différemment
échelon par échelon. Nous ne Ouais, sommes pas encore libres sur nos territoires anti-Guyane. Eh bien, faisons, en l'état actuel des choses, faisons ce que nous pouvons faire dans les failles qu'il y a. Les failles qu'il y a, c'est le temps libre hors temps scolaire. Eh tout bien, on à fait. s'insère dedans, on occupe nos enfants dedans. Et au fur et à mesure qu'on va gagner du terrain sur notre autonomie, notre indépendance, eh bien là, de plus en plus, on va pouvoir remplacer carrément cette école. Mais dans un premier temps, il faut y aller par étapes. Et je pense que c'est bon aussi pour préparer l'autonomie. C'est On ne vrai. peut pas arriver sur un champ complètement vierge et puis récolter tout de suite des arbres fruitiers sans même planter. Il faut d'abord faire les sillons, il faut d'abord organiser le terrain, le planifier, etc., l'aplatir, etc., l'aplanir, pardon. Et du coup, après seulement on plante, après seulement on entretient avec de l'eau et après seulement on récolte. Je ne pense Ouais. pas qu'on puisse aller vers l'indépendance, là, en l'état actuel de la façon dont nous sommes colonisés dans nos esprits et dans nos comportements. Il faut apporter cette émancipation étape par étape. Ouais, je suis assez d'accord avec ça parce que moi, ma fille va avoir 19 ans. Et quand elle arrive en cours d'histoire et qu'elle arrive sur la partie sur la Seconde Guerre mondiale et ensuite la décolonisation, c'est toujours des débats, mais en plus, elle ne se laisse pas faire, quoi. Elle contredit le prof, même pour la santé mentale des enfants, à l'adolescence en tout cas, quand ils vont arriver sur cette partie du programme, les enfants ne vont pas se laisser faire. Alors nous, les parents, on essaye de distiller avec l'info que toi tu diffuses et les bribes d'informations qu'on peut trouver, nous, de par nos recherches. On essaye d'instiller tout ça au sein de nos enfants, mais ce n'est pas suffisant. Mais c'est vrai que même pour leur santé, moi, je vois que ma fille, elle pète quasiment les plombs en cours d'histoire. Et on m'appelle, on me dit, votre fille, elle contredit le prof. Et j'arrive, je dis, bah, elle a raison, elle a sa version d'histoire et puis il y a la vôtre. Donc, même si vous m'appelez pour me dire elle contredit le prof, mais on a, nous, notre version de l'histoire et on a le droit aussi d'échanger sur notre version. Et ça, c'est très important pour. Moi, je vois que ma fille, ça vraiment, ça la perturbe, ça la touche, quoi. Bah, je pense qu'il faudra qu'on apprenne à nos enfants à se détacher de vouloir avoir raison auprès de l'autre C'est vrai. et de vouloir imposer sa version à l'autre et de vouloir faire comprendre à des gens qui ne veulent pas comprendre. Parce que les informations sont partout. Comment se fait-il que nous y avons accès et pas eux? Ils y ont accès, ils choisissent de ne pas y croire ou de ne pas creuser et de ne pas admettre, parce que c'est même pas de la croyance, c'est admettre. Il y a des dates, il y a des faits, Oui. il y a des témoignages écrits, même de leur camp, hein, de colons qui ont écrit des choses. Tout ça est encore soigneusement préservé et accessible. Donc, des personnes qui n'ont pas envie de savoir, pourquoi s'acharner à leur communiquer des connaissances? Selon moi, il faut qu'on apprenne à nos enfants à rester dans leur giron. C'est-à-dire, je reprends l'exemple de l'école qui aurait lieu le mercredi, le samedi, le dimanche. Tout Mhm. ce qu'ils y apprennent, ils n'ont pas besoin de le reverser dans l'école du colon. À quoi Mhm. bon? C'est clair. Le but, c'est que ça nous serve à nous dans un premier temps et qu'on se construise à partir de là et qu'on s'émancipe à partir de là. Ça nous prend trop d'énergie d'aller batailler, d'aller être justement convoqué, que l'enfant ou l'adolescente soit frustré, parce que finalement, c'est de la frustration. Ça crée quoi comme égrégore? Ah, c'est clair. On est là pour avancer. Donc, concentrons-nous sur ce qui nous permet, nous, d'avancer. Si l'autre qui est malade, parce que les Blancs sont malades, on dit les Noirs, les Afrodescendants, nous sommes malades, mais les Blancs aussi. Bien On ne sûr. peut pas avoir dans ses gènes autant d'atrocités commises, autant de massacres commis et être indemne. Surtout lorsqu'on est une personne qui dénonce ces massacres et qui n'approuve pas, qui ne cautionne pas ces massacres et qu'on a ça en nous. On Oui. a cette violence. Donc, ces populations sont très malades, sont aussi malades que les populations victimes. Donc, Mm. si ces personnes ne veulent pas se soigner, nous ne sommes pas thérapeutes. On doit déjà se soigner nous-mêmes. Il y a Nous-mêmes. déjà un énorme chantier pour nous-mêmes. On ne va pas s'amuser à s'occuper du traitement des autres. Ce n'est pas notre problème. Redressons-nous déjà nous-mêmes. Et lorsque nous nous redresserons, nous imposerons nos réalités, nos sociétés, nos codes, nos paradigmes. Et s'ils veulent, ces gens-là, profiter de nos ressources, profiter de nos richesses, ils seront obligés de se plier à notre Mm. version à ce moment-là. C'est vrai. Donc, Quand on regarde les Chinois, Mhm. les Blancs qui vont en Chine
ou les Africains qui vont en Chine, ils ne se permettent pas d'aller apporter leur version de la Chine ou leur vision de la Chine aux Chinois. Exact, oui. Ils ont besoin de faire affaire avec des usines là-bas, donc ils se déplacent pour le commerce, pour l'entreprise. Ils y vont, ils respectent. Ce n'est pas leur calendrier. Quand on leur dit c'est le nouvel an et que c'est férié, eh ben, ils se plient au fait qu'ils ne pourront pas travailler ce jour-là. C'est férié pour les Chinois, point barre. Parce que c'est leur fête, point barre. C'est leur calendrier. Il n'y a personne qui vient leur dire non, mais en Occident, c'est pas férié, donc ouvrez votre usine pour moi. Ben non. Mais il faut qu'on arrive à ce stade-là, nous, les Africains, à travailler uniquement sur nous-mêmes, à nous redresser, à nous construire nous-mêmes et à imposer à partir du fait que nous ayons récupéré notre puissance. Les choses se remettront en ordre. C'est vrai. À partir du moment où on s'imposera et qu'on sera dans notre vérité, finalement, ben, les autres seront forcément obligés de suivre. À partir du moment où on aura récupéré le contrôle de nos richesses et que nous déciderons des prix et que nous déciderons à qui nous acceptons de les distribuer. Aujourd'hui, la Russie, quand elle dit il n'y a pas de gaz pour un tel, le un tel est pénalisé. Ah oui. Quand il choisit de donner son gaz à la Chine ou au Brésil, eh ben, les autres qui n'ont pas le gaz sont empêtrés. Oui. Donc, le jour où les Africains ou la Caraïbe ou peu importe, les pays à majorité afrodescendante vont décider à qui ils distribuent ci ou ça, je peux garantir à tout le monde que les personnes qui ont besoin de ces ressources-là vont se plier au paradigme, à la vision et à la version de l'histoire de ceux qui ont le rapport de force, de ceux qui contrôlent le rapport de force. Justement, je rebondis sur tes mots, la puissance. On a fait mon dernier épisode parle des femmes potomitan. Est-ce que tu te considères comme être une femme potomitan? Clairement, dans tous les sens de ce terme, parce que déjà, par rapport à mon enfant, l'influence que j'ai sur mon enfant, qui est énorme, les valeurs que je transmets, tout, euh, même auprès de mes amis, j'ai une force qui est là. Dans ma sphère privée, j'ai cette force que je rayonne autour. Et ce n'est pas de la prétention de le dire, c'est un constat. Parce que les autres, c'est le retour que j'ai de mes proches. Et je rayonne également au niveau grandeur noire sur des milliers de personnes que je ne connais même pas, mais pour qui je représente, enfin, qui s'inspirent en tout cas de ce que je propose comme contenu ou comme exemple. Donc, par exemple, toi qui démarres ce podcast en te disant, bah, tiens, j'ai lu ça sur Grandeur Noire ou Grandeur Noire l'a fait, je peux le faire. Donc, oui, je suis une femme potomitan, ça c'est clair. Donc, et ce n'est pas de la prétention que de le dire, c'est un fait. Bah, c'est bien, bien quand tu dis ce n'est pas de la prétention, parce qu'effectivement, pour moi, hein, on a toutes, en tant que femme, cette force en nous. On sait juste qu'on ne sait pas où aller la chercher, ou sinon la vie nous met devant le fait accompli et on est obligé d'aller puiser le potomitan qui est en nous, j'ai envie de dire. Exactement. Voilà, et la problématique qu'on a aujourd'hui, et bon, je pense que ça c'est pour l'ensemble des femmes, pas que pour les femmes afrodescendantes, c'est que pendant longtemps on a voulu pas nous rabaisser, mais nous faire comprendre que bon, c'était pas intéressant de D'être la femme s'affirmer. potomitante. Exactement. Bah, déjà, ça a été pointé du doigt par des hommes, hein, disant que oui, il faut redonner la place à l'homme, la femme est trop imposante, elle prend trop de place, elle est masculine. Bon, écoutez, il y a une réalité, c'est que la puissance créatrice de tout cet univers dont on profite, elle a donné le pouvoir de création à la femme. Elle n'a pas donné à l'homme. Je suis désolée, mais le fait de construire des os, un système nerveux, un cerveau, un cœur, une peau, des ongles, des cheveux, tout ça, une âme, c'est la une femme conscience. qui le fait, son organisme qui est capable de le faire. Ils pourront faire toutes leurs expériences scientifiques qu'ils veulent. Un homme ne sera jamais capable, avec son organisme d'homme, même en ayant changé de sexe ou quoi que ce soit, de concevoir autant de choses d'un être humain. Donc, la femme, elle construit l'être humain qui sort d'elle entier. Il ne manque rien quand l'être humain est prêt à sortir au bout de 9 mois. C'est vrai. Je parle bien sûr dans l'aspect d'une santé, dans le cas où la femme est en pleine santé, qu'elle a son enfant au bout de 9 mois, qu'il n'y a pas de complications.
dans l'aspect le plus naturel des choses, c'est ce qui est censé se passer. Et ce pouvoir-là, c'est la femme qui l'a. Pourquoi? Pourquoi c'est elle qui a hérité de ce pouvoir de création? Il y a bien une force supplémentaire qui est donc accordée à la femme. Parce qu'en même temps que la femme construit les os, etc., du bébé, elle continue de fonctionner. Oui, Elle continue, le système, donc finalement, son système interne fonctionne pour deux entités différentes. Et parfois même, quand il y a des jumeaux, des triplés, pour plus. ouais, c'est Donc, vrai. c'est énorme comme machine. Si on dit que l'être humain est une machine incroyable, la femme est déjà le niveau Formule 1. supérieur. Ah oui. Donc, à un moment donné, il faut juste respecter la nature. La nature a décidé que la femme avait une force supplémentaire. La femme, et là je parle de l'être féminin humain, parce que dans la nature, des fois, les rôles sont distribués différemment. Mais pour nous, les humains, la femme a une force supplémentaire. Il faut respecter la nature, parce que de toute façon, à chaque fois qu'on va à l'encontre, on ne gagne jamais. C'est Quand vrai. on contrarie la nature, on ne gagne jamais. Donc, replaçons les choses dans l'ordre naturel, qui est que la femme a cette force supplémentaire, et c'est certainement pour que cette force soit utilisée également dans la société. Oui. Et Voilà. justement, dans cette société où ben, on nous fait croire que dans le monde politique, il faut de la parité pour aller aux élections, etc., etc., on nous fait croire que derrière un homme, il y a toujours une grande femme, une Michelle Obama, etc., etc. Euh, Selon toi, si nous, en tant que femmes potomitans, on devrait diriger le monde, comment serait ce monde? Comment se présenterait ce monde? Je ne pense pas que ce soit la femme qui doit diriger le monde seule parce que, encore une fois, quand je me réfère à la nature a choisi de faire deux êtres. Oui. S'il ne suffisait d'un seul, pourquoi faire l'homme? Il y a une complémentarité qui est nécessaire et on le voit partout dans la nature. Que ce soit un arbre, que ce soit une fleur, que ce soit le moindre animal, il faut la version femelle, il faut la version mâle. C'est vrai. Et ce n'est que comme ça qu'il y a reproduction. Donc, l'homme est nécessaire et donc, pour pouvoir, je n'aime même pas le terme diriger, gouverner, pour pouvoir s'implémenter dans l'harmonie de la nature sans lui faire obstruction, sans en abuser et sans détruire, je pense qu'il faut réunir la force féminine, la force masculine, intelligemment, justement en reconnectant cette entente entre l'homme et la femme et à partir de là, prendre les meilleures décisions parce que l'homme est spécifique pour certaines choses, la femme est spécifique pour certaines choses. L'état d'esprit de l'homme, l'état d'esprit de la femme, ce ne sera pas la même chose. Et du coup, chacun va apporter mutuellement dans le panier. Et ce qui va en ressortir, c'est une puissance suprême. Justement, je rebondis sur ce que tu dis, sur le fait qu'aux Antilles, Guyane, on a beaucoup de familles monoparentales et que justement, cette absence, voulue ou non, hein, du père déséquilibre la société, forcément. Comment tu vois est-ce que tu penses qu'on devrait changer tout ça? Si on devrait le changer, comment? Enfin, est-ce que tu as une vision à apporter là-dessus? Bah déjà, c'est retourner aux origines, retourner aux sources. À la source, il y avait l'homme et la femme ensemble qui ont fondé des foyers ensemble et qui ont fondé des villages ensemble. On ne serait pas là aujourd'hui si les villages n'avaient pas pu devenir pérennes, on dit. Mhm. Donc, pour devenir pérenne, il faut qu'il y ait déjà une transmission de génération en génération et donc des générations qui naissent. Pour naître, une nouvelle génération a besoin de l'homme et la femme, déjà. Et quand on remonte à cette source-là, effectivement, nous, les Africains, nous avions cette stabilité, cette pérennité d'être dans un rôle où il y a l'homme, il y a la femme, et les deux, ensemble, créent des choses, des familles, des villages. On nous a retiré ça pendant l'invasion, les différentes invasions, que ce soit l'invasion arabe, l'invasion orientale, l'invasion, quand je dis orientale, c'est plus vers l'Asie, les Ouais. Asiatiques aussi ont tenté, et bien évidemment la dernière invasion qui est européenne. Tout ça a été brisé et il faut le récupérer. Parce que ce qui nous réussissait, c'était quand l'homme et la femme étaient ensemble. Oui. On voit bien les drames aujourd'hui que génèrent les foyers monoparentaux. On peut avoir les femmes les plus puissantes et les plus potomitantes, ça ne suffit pas. Il faut la complémentarité. Tout à fait. Chacun a son expertise, chacun a ses facultés et chacun a sa force à apporter pour construire un enfant ou des enfants
correctement. Et chacun a aussi sa petite pierre, je disais plutôt, à apporter dans le foyer pour que ce foyer soit riche et sain. Donc, le fait de casser cette dynamique, c'est affaiblir notre peuple, nos peuples. Le fait d'arracher les hommes pour les incarcérer massivement, c'est interférer, c'est déséquilibrer la structure familiale. Donc, c'est quelque chose qui est prémédité par l'État colonial, c'est quelque chose qui est organisé depuis des siècles, depuis l'esclavage. Et donc, c'est quelque chose qui est perpétré actuellement sous d'autres noms que celui d'esclavage, mais qui est perpétré. Et il faut qu'on s'intéresse à ce système d'incarcération massive, qui est organisé, à ce système de distribution des drogues, de distribution des armes armes, d'organisation de gangs, parce que ce n'est pas quelque chose que l'on avait, pareil. Tout ça, ce sont des choses qui sont apportées et organisées de l'extérieur par le colon. Donc ça, il va falloir s'y intéresser pour comprendre comment déconstruire. Et à partir de là, on va pouvoir se reconstruire de la manière qui fonctionnait pour nos ancêtres. Et ce n'est pas pour rien que l'affaire des grands frères s'est attaquée aux grands frères qui sont des médiateurs qui viennent justement assainir une société qui est détruite par les armes, par la drogue, par la violence et par l'incarcération. Quand ces personnes viennent faire un travail d'utilité publique et sont en train de reconstruire ce qui a été détruit par le colon, ben, ces personnes, forcément, quand on les foudroie, eh bien, on enlève cet assainissement. Donc, ce n'est pas pour rien que tout est organisé par le colon pour pouvoir nous maintenir dans cette faiblesse. C'est vrai, en plus, dans l'affaire des grands frères, ce qu'on n'avait pas, enfin, ce que l'État colonial n'avait pas vu en les incarcérant, c'est que c'était des pères de famille aussi. Et pour le coup, tous ceux qui sont pères dans l'affaire, ce sont des pères qui s'occupent de leurs enfants et qui nous disent dès l'incarcération, mais comment vous allez, qui demandent à leurs compagnes et leurs épouses, mais comment vous allez faire avec les enfants. Et c'est vrai que les familles ont lutté dans un premier temps pour d'abord protéger les enfants du traumatisme médiatique, parce que pour certains, leurs noms se sont retrouvés dans le journal, dans les médias nationaux et internationaux. Et effectivement, quand Sanaé, la fille d'O'Neill, tombe malade, on le vit comme une forme d'échec, parce que là, les enfants sont directement touchés. Et c'est ce qui dérange aussi dans cette affaire-là. Comment quelqu'un dépeint comme un gangster peut-il réclamer ses enfants? Donc là aussi, c'est les prémices. On parlait d'école tout à l'heure panafricaine. Je me dis, mais est-ce qu'on ne devrait pas tous retourner à l'école pour reprendre les bonnes bases de ce qu'était notre vie avant la colonisation finalement? Est-ce que l'école panafricaine doit être dédiée qu'aux enfants? Est-ce que nous, en tant que parents d'afro-descendants, est-ce qu'on ne devrait pas retrouver aussi nos places de parents, d'époux, de sœurs, de frères? Avant même de passer par l'école et de confier une responsabilité de restructuration à l'école, il faut le faire dans les familles. Et dans les familles, ça passe par des recherches personnelles. L'école ne pourra jamais remplacer la curiosité personnelle et la volonté d'aller creuser et d'aller au-delà des mensonges qu'on a ingérés et qu'on a digérés. Ces mensonges-là, ils font partie de nous. On les a digérés, ils se sont répandus dans notre système. C'est très difficile de dire à une personne qui a été construite dans le christianisme ou dans n'importe quelle religion, ou qui s'est construite avec la croyance que dans ses ancêtres, il y a des rois, il y a des Gaulois, il y a des rois carolingiens ou j'en sais rien. C'est très difficile de lui faire comprendre après 40 ans ou 50 ans ou 60 ans, des fois même seulement après 30 ans, que ce qu'elle a appris n'est pas la véritable réalité, qu'il y en a une autre et qu'il faut enlever tout ça du système et repartir avec autre chose qu'on ne connaît pas. Et refaire un travail d'apprentissage. Ce n'est pas tout le monde qui a cette volonté-là. Donc, il y a des personnes, on aura beau les envoyer dans des écoles panafricaines, ça ne fonctionnera pas. Leur esprit est cloisonné et verrouillé. Et c'est leur choix de laisser la clé et de laisser fermer. Donc, ça se fait d'abord par un appel, le fait de répondre à un appel. Mais ça, c'est quelque chose de personnel. On est prêt, on n'est pas prêt, ça peut venir plus tard. Quand on répond à cet appel, on commence par des recherches personnelles. Et je pense qu'il y a suffisamment de sources gratuites, accessibles, partout en un clic sur Internet, pour qu'on n'ait même pas besoin d'une école africaine ou panafricaine
pour arriver à un certain seuil d'éveil et pour transmettre à nos enfants cet éveil et de rétablir certaines vérités. C'est un travail qui se fait de façon de plus en plus massive dans les foyers afro et africains. Je le vois aux commentaires des gens sur les réseaux sociaux qui, lorsque je publie des chroniques, des informations, me disent ah ben ça, je l'ai dit pour Ésope, je prends le cas d'Ésope, il y a beaucoup de parents maintenant qui Mhm. apprennent à leurs enfants que c'est pas La Fontaine qui a écrit ça, c'est Ésope, qui vont avec l'enfant chercher le livre, la version d'Ésope, et qui apprennent ça à leurs enfants. Mais c'est un progrès énorme. Ah ouais. Ce n'est que le sommet de l'iceberg de tous les progrès qui sont en train de se passer en silence et en toute discrétion. Attention. Il y a un travail qui se fait auprès des parents qui vont chercher l'info, qui retransmettent à leurs enfants, et la génération qui arrive, qui aura eu ces infos très tôt, ce sera une génération qui sera tellement éveillée et qui aura tellement connaissance de sa valeur et conscience des enjeux Mhm. qu'on ne sera plus obligé de quémander de la solidarité sur certaines affaires en quémandant aux gens « Venez vous rassembler devant le tribunal, Ouais. venez manifester parce que le ministre de la Justice, le garde des Sceaux est là, il faut se manifester. » On n'aura plus besoin de Mm. crier. Non. Ce sera évident pour eux. Oui. Ils vont s'organiser et ils vont être tellement plus efficaces que n'importe quelle chose que nous, on pourrait mettre en place. Donc, j'ai toute confiance que ce travail est en train d'être fait grâce justement à tous ceux qui apportent leur pierre, que ce soit le média Afrique Résurrection qui fait ça à une échelle incroyable, Ah ouais. ou que ce soit Kalala Omotunde, franchement, je ne vais pas pouvoir tous les citer, le Sèche Kouvi Gomez, toutes ces personnes-là, le travail d'information qui est fait, il se répand massivement dans le monde entier. C'est vrai. Nous sommes partout. Il y a des gens du Canada, des États-Unis, du Brésil, même en Turquie, à Shanghai, il y a des gens de notre communauté qui sont partout, qui sont en train d'absorber les informations, qui vont les digérer, qui vont les retransmettre à la génération qui arrive. Et je te garantis qu'avant qu'on ferme les yeux, on va la voir, cette révolution, dans leur comportement à eux. C'est là où je trouve quand même que les afro-descendants restent quand même, ont une forme d'intelligence qui est incroyable. C'est cette façon de faire les choses en silence. Et effectivement, au moment où on s'y attend le moins, hop, tout le monde lève la tête et dit mais non, non, nous ne sommes pas d'accord. Pareil, dans l'affaire des grands frères, tout le monde dit mais pourquoi les gens ne se mobilisent pas? Mais dans certains cas, il y a une mobilisation très discrète, mais elle est là. On ne peut pas la voir forcément parce qu'on est encore au cœur des choses. Mais Et même effectivement, mieux pour l'instant. Nous ne voilà, sommes pas en position de force, donc c'est même mieux de travailler dans l'ombre, exactement comme nos ancêtres se sont organisés des fois discrètement, clandestinement, mais quand ils se sont révoltés, ça a explosé, ils ont maîtrisé, ils ont gagné, ils ont triomphé. c'est ça. Donc, travailler en Ils ont silence. attendu ce moment. C'est ça. Donc, c'est cet exemple-là, je pense qu'on devrait suivre aussi jusqu'à ce qu'on soit prêt. Et justement, en parlant de travailler en silence, avant de préparer l'épisode, tu m'as dit que tu voulais beaucoup échanger sur nos ressources parce qu'on se plaint souvent. Alors, j'ai vu une vidéo d'une dame, d'une mamie, hein, une vieille dame, qui expliquait oui, tout le monde veut l'indépendance, mais avec quelle économie, quelles ressources, comme si. Parce que les gens, comme tu disais tout à l'heure, sont persuadés que si on arrive à l'indépendance, ben, on sera des miséreux, on va pas, on mangera pas. Enfin, moi, je suis pas du tout d'accord avec tout ça. Une indépendance, ça se prépare. On ne devient pas indépendant du jour au lendemain. Donc, toi, voilà, si demain, tu devrais donner des idées, donner ta version des choses sur les ressources qui nous permettront de nous enrichir, comment est-ce que tu vois tout ça? Bon, ce que je répondrais déjà à cette mamie avec toute mon insolence, c'est que elle a peut-être raison à l'instant T. Maintenant, quand elle fait son constat. Maintenant, mamie, il n'est jamais trop tard, mamie, quel que soit ton âge, pour aller approfondir les choses et ne pas rester dans le constat, de sorte de préparer demain. Parce que c'est bien beau de se plaindre sur l'instant T, mais qu'est-ce qu'on fait? On reste là et on se plaint indéfiniment pour que l'instant T dure indéfiniment? Ou est-ce qu'on met des choses en place à partir de ce constat? Donc, la première des choses, c'est que l'économie se bâtit avec les forces vives du pays. Il n'y a pas de secret, ce n'est pas des choses sur Internet, la crypto-monnaie, ce n'est pas ça qui amène une économie, ce n'est pas des choses virtuelles. C'est d'abord des choses factuelles. Donc, ces choses factuelles, elles existent.
Mais pour les mettre en place, il faut des forces vives qui soient dans la volonté. Tant qu'il n'y aura pas une masse critique qui voudra se détacher de la pieuvre coloniale qui nous étouffe, et ça ne sert à rien de mettre quelque chose. En fait, ce sera voué à l'échec parce qu'on sera trop peu nombreux à mettre en place, on sera trop peu nombreux à consommer différemment. Donc, il faut qu'il y ait une masse critique qui ait cette volonté. Pour avoir cette volonté, il faut que cette masse critique soit informée, soit éveillée. Donc, il y a des étapes. D'abord, on informe, ce qui provoque un éveil, ce qui provoque une solidarité, ce qui provoque le fait de pouvoir travailler ensemble et de réaliser qu'ensemble, nous sommes inarrêtables. Ensemble, nous sommes imparables, nous sommes puissants. À partir de là, on met en place des boycotts, on met en place des initiatives ouvrières. Le simple fait de travailler la terre, on commence juste par ça. Juste le fait de pouvoir se nourrir, l'autosuffisance alimentaire, absolument tous les territoires en sont capables. Même les territoires qu'on pense arides, désertiques, il y a quelque chose à faire. Il y a des nappes phréatiques, il y a des puits, il y a des choses à faire partout sur cette planète. Donc, ce n'est pas sur des endroits où la végétation est abondante, comme en Guyane ou aux Antilles, qu'on ne pourra rien tirer de notre terre. Avant, nous, les Amérindiens, ce qu'on appelle les Amérindiens, ils vivaient de quoi? Ils se nourrissaient avec tout ce qu'il y avait sur place, d'accord? Il n'y avait pas d'importation. Donc, ce qu'ils étaient capables de mettre en place comme agriculture, nous sommes capables de le remettre en place parce que c'est le même sol qui est encore là. Ensuite, une fois que l'on peut se nourrir oui, voilà, se nourrir, que ce soit l'eau ou les aliments, eh bien, on passe au fait de se soigner. Et ce ne sont pas les plantes médicinales qui manquent. Une société qui peut se nourrir et se soigner, elle a besoin de quelle importation? Une fois que ça, c'est maîtrisé, eh bien, on passe à l'éducation pour transmettre ces connaissances, pour créer des métiers, pour créer des gens qui vont aller dans ces métiers, mais des gens locaux, pas des gens de l'extérieur. Et puis, justement, première ressource, ce sont les plantes, la végétation. Il n'y a rien à inventer. Une plante peut être médicinale, donc elle peut devenir un médicament, elle peut devenir un complément alimentaire, elle peut devenir un aliment, elle peut devenir un jus, elle peut devenir une infusion. Ce sont plusieurs dimensions qui se monétisent et qui peuvent se monétiser cher. Aujourd'hui, un complément alimentaire en pharmacie, il coûte entre 8 € pour des toutes petites gélules qui vont durer 2 semaines et 12 €. Et il y a même plus cher que ça. Donc, une plante peut rapporter au niveau complément alimentaire. L'industrie pharmaceutique, c'est la plus riche du monde, c'est la plus prolifique du monde, et c'est celle qui ne tombe jamais en arrêt. Il peut y avoir une guerre, il peut y avoir une pandémie, il peut y avoir ce qu'on veut comme crise, il peut y avoir une crise économique, les gens consomment des médicaments, les gens ont besoin de se soigner. Donc, jamais cette industrie ne connaît de déclin, en fait. Donc, déjà, se positionner sur la pharmaceutique et sur la cosmétique aussi avec les plantes, j'ai oublié. Mais les plantes, cosmétique cheveux, cosmétique peau, maquillage, voilà. Donc, regardez tous les secteurs simplement avec les plantes qui poussent sur le bas-côté, c'est-à-dire qu'en Guadeloupe et en Martinique, on roule sur des voies express. Tout le bas-côté de la voie express, ce sont des plantes que l'on peut monétiser très cher. Donc, on peut faire des industries. Mais on est là, on jette nos bouteilles plastiques sur ces plantes-là et on pollue. Et on ne s'occupe pas de ces plantes-là et après on dit, on n'a pas d'économie. On est assis Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. sur des millions. On Le connaît figuier pas de ces Barbarie, plantes-là. le figuier de Barbarie, ce qu'on appelle la raquette, ce avec quoi on fait les soins des cheveux. L'huile de figuier de Barbarie, 1 litre d'huile est vendu une fortune. Voilà. Juste ça Donc, comme exemple, tu vois. et en plus, il n'y a pas d'excuse parce qu'il y a déjà cette industrie qui a commencé avec, il me semble, le docteur Joseph, si je ne Henri dis pas de Joseph, bêtises, exactement. Henri Joseph, voilà, qui a déjà mis en pratique le Virapic avec une plante locale de Guadeloupe. Pourquoi on ne peut pas étendre à d'autres plantes? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas créer de laboratoire? Il y a des Guadeloupéens qui se forment dans la pharmaceutique et dans la médecine, etc., dans la recherche. Il y en a. Il y en a même qui vont travailler au Canada ou aux États-Unis parce qu'il n'y a pas, ils pensent en tout cas parce qu'il n'y a pas de laboratoire actuellement au niveau de leurs compétences. Donc, déjà, ne serait-ce que ça, c'est une ressource, les plantes. L'énergie solaire,
l'énergie de façon générale, on peut la créer de différentes façons, la produire aux Antilles et en Guyane à partir du soleil qui a toute l'année, à partir de l'eau qui a toute l'année et notamment des courants. On a des courants marins, on a des courants fluviaux. On peut utiliser le vent qui, pareil, est présent toute l'année. Les gars, on a déjà 3 types de production différentes. On peut s'autosuffire sur nos îles ou en Guyane, rien qu'avec ça, en fait. Et ça, c'est des métiers. Des usines qui produisent à partir de ces éléments. On a des métiers, on a des ouvriers, on a du personnel, il faut la partie administrative, il faut tout ça. Bien sûr, il faut des Des locaux techniciens. peuvent gérer ça. Bien sûr. Et sans même parler de la géothermie. Ah. Donc, on a des filons, c'est même plus de l'or, c'est même plus du platine, je sais pas, c'est en quoi. On a des filons, c'est du vibranium qu'on a. Et c'est pas. On a de quoi vraiment être riche du jour au lendemain. La seule chose qui nous manque, c'est la volonté. Et nous n'aurons pas cette volonté tant que nous ne serons pas informés correctement. Si vous êtes encore ici, c'est que vous vous êtes imprégné de toutes les paroles diffusées au cours de cet épisode. Et je vous en remercie vivement. Si vous aussi, vous voulez œuvrer vers un autre monde, alors merci de partager cet épisode à qui voudra l'entendre. Soyons tous des colibris qui répandent les prémices d'un nouveau système. Rendez-vous pour le prochain épisode sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts. À bientôt.